À 7, une tension diffuse semble s'installer dans l'air, comme si chaque détail du quotidien dissimulait une vérité prête à éclater. Depuis plusieurs jours, l'enquête sur la mort de Lucas Fabre progresse par à-coups, mais Aurore ressent une impression persistante d'incomplétude, comme si certains éléments échappaient encore à toute logique apparente malgré l'accumulation des preuves. Dans ce contexte, les relevés téléphoniques analysés au commissariat deviennent un point central de l'investigation. Ils révèlent une correspondance régulière entre Lucas et Marion Delaroche bien avant l'arrivée de la victime à l'hôtel Calésia, ce qui modifie radicalement la perception initiale de l'affaire et fait émerger l'hypothèse d'un lien ancien soigneusement dissimulé. Face à ces données, Aurore entreprend de reconstituer la chronologie avec une précision rigoureuse. Elle croise les informations, compare les dates et les déplacements, et finit par constater que la relation entre Marion et Lucas ne peut plus être considérée comme secondaire, mais comme un élément structurant du drame. Sébastien Perrault, de son côté, se montre particulièrement troublé par cette découverte. Il souligne que Marion, en tant que magistrate impliquée dans le dossier, aurait dû se récuser dès le départ en raison de ce lien avec la victime, ce qui transforme son silence en faute potentielle et renforce les soupçons pesant sur elle. Dans cette dynamique, la décision de convoquer Marion s'impose progressivement comme une nécessité. Aurore sait que cette étape marque un tournant décisif, car elle implique non seulement la résolution d'une affaire criminelle, mais aussi la mise en cause directe d'une femme dont la position professionnelle exigeait une transparence irréprochable. Pendant ce temps, la vie à 7 continue de suivre son cours, avec ses tentatives d'apaisement et de normalité. Erika, consciente du malaise qui s'est installé entre elle et Audrey, choisit de lui offrir un cadeau symbolique avant son départ, espérant ainsi réparer une relation fragilisée par des tensions latentes. Cependant, au commissariat, l'atmosphère reste lourde et concentrée. Lorsque Nordine se présente devant Marion pour lui demander de le suivre, la situation bascule définitivement dans une phase plus directe, où les non-dits et les ambiguïtés laissent place à une confrontation inévitable. Marion tente d'abord de maintenir une posture de défense, affirmant que les soupçons reposent sur une interprétation erronée. Pourtant, malgré ces dénégations, son comportement trahit une nervosité croissante, révélant une tension intérieure qu'elle ne parvient plus à masquer totalement face à l'accumulation des preuves. Dans le même temps, Aurore prépare l'interrogatoire avec une méthode méthodique. Elle organise les éléments de manière stratégique, mettant en évidence les incohérences et les contradictions, tout en construisant une progression logique destinée à fragiliser la résistance de Marion. Lorsque l'interrogatoire commence, le face-à-face entre les deux femmes s'installe dans un silence chargé d'intensité. Aurore adopte une posture d'observation attentive, analysant chaque réaction, chaque inflexion de voix, afin de détecter le moment où la vérité pourrait émerger. Progressivement, elle expose les faits en suivant un enchaînement précis, évoquant d'abord les échanges téléphoniques, puis le trajet en bateau-taxi qui place Marion sur l'île le jour du drame, avant de mentionner la broche retrouvée sur les lieux, autant d'indices qui convergent vers une implication directe. À mesure que les éléments s'accumulent, la position de Marion devient de plus en plus difficile à tenir. La cohérence des preuves crée un effet d'étau qui réduit ses possibilités de fuite, l'obligeant à faire face à une réalité qu'elle ne peut plus esquiver. C'est dans ce contexte que l'évocation d'une éventuelle atténuation de peine agit comme un déclencheur psychologique. Cette perspective ouvre une brèche dans la résistance de Marion, qui commence à envisager la confession non plus comme une défaite, mais comme une issue possible. Son discours évolue alors vers un récit structuré, dans lequel elle revient sur sa rencontre avec Lucas, survenue près d'1 an auparavant lors de vacances à Bandol. Ce souvenir, d'abord présenté comme anodin, prend progressivement une dimension centrale dans la compréhension des événements. Elle explique ensuite comment elle a elle-même introduit Lucas auprès de sa mère, Adélaïde, sans anticiper les conséquences de cette décision. Ce geste, qui semblait sans importance à l'époque, apparaît désormais comme l'origine d'un enchevêtrement émotionnel destructeur. La découverte de la relation entre Lucas et Adélaïde constitue le point de rupture de son récit. Marion décrit une montée progressive de la colère et de la jalousie, alimentée par un sentiment de trahison double, à la fois intime et familial, qui fragilise profondément son équilibre émotionnel. Dans cette dynamique, la confrontation avec Lucas devient un moment clé. Elle cherche des explications, mais se heurte à une attitude qu'elle perçoit comme méprisante, ce qui accentue son sentiment d'humiliation et accélère la perte de contrôle. La violence surgit alors comme une réponse impulsive à une accumulation de tensions. Marion reconnaît avoir frappé Lucas avec une pierre, un geste brutal qui marque le basculement irréversible vers l'acte criminel.
Elle poursuit en décrivant la suite des événements avec une précision troublante, expliquant comment elle a maintenu Lucas sous l'eau jusqu'à provoquer sa mort. Cette narration, dépourvue d'échappatoire, scelle définitivement sa responsabilité dans le drame. Le silence qui suit cette confession traduit l'ampleur de ce qui vient d'être révélé. Aurore, tout en restant concentrée, prend la mesure de la gravité des aveux, consciente d'avoir franchi une étape décisive dans l'enquête. Malgré cela, une impression d'inachevé persiste. Les éléments semblent s'emboîter, mais certains détails continuent de susciter une forme de doute, comme si la vérité révélée ne constituait qu'une partie d'un ensemble plus complexe. Parallèlement, la vie sociale à Sète s'organise autour d'une soirée à la paillote, où les préparatifs avancent dans une ambiance festive. Cette juxtaposition entre légèreté apparente et drame latent illustre le contraste permanent qui caractérise la situation. Samuel propose à Swazik de l'accompagner à cette soirée, sans imaginer que cet événement prendra une tournure inattendue. Leur enthousiasme s'inscrit dans une normalité fragile, qui contraste fortement avec la gravité des révélations en cours au commissariat. De retour à l'enquête, une remarque formulée par Marion durant l'interrogatoire attire l'attention de Sébastien. Elle laisse entendre qu'Aurore connaissait Lucas plus intimement qu'elle ne l'admet, ce qui introduit une nouvelle zone d'ombre dans le dossier. Aurore choisit de minimiser cet élément en évoquant une simple rencontre dans le cadre professionnel, mais cette réponse, bien que plausible, ne dissipe pas totalement les interrogations, laissant planer une ambiguïté persistante. Dans le même temps, Roxane confirme que le message contenant la photo compromettante a bien été envoyé par Marion, ce qui renforce la cohérence des aveux et semble consolider la version des faits désormais établie. L'ensemble des éléments converge ainsi vers une conclusion logique, donnant l'impression que l'affaire touche à sa fin. Aurore, après des jours de tension, croit enfin pouvoir envisager un dénouement. Pourtant, cette impression de résolution s'accompagne d'un sentiment diffus d'inquiétude. Comme si, derrière la clarté apparente des faits, subsistait une vérité plus profonde, encore dissimulée, prête à remettre en cause l'équilibre fragile de l'enquête. À cet instant précis, Aurore ignore encore que cette affaire n'a pas livré tous ses secrets et que les événements à venir risquent de bouleverser à nouveau les certitudes qu'elle pensait avoir acquises. Après les aveux de Marion, le commissariat retrouve un semblant de calme, mais ce calme n'a rien de rassurant. Il s'agit plutôt d'une accalmie trompeuse, où chacun tente de donner du sens à ce qui vient d'être révélé, tout en mesurant les conséquences humaines et judiciaires de cette confession. Dans le même temps, Aurore doit affronter une autre étape, plus délicate encore, annoncer la vérité à Adélaïde. Elle sait que cette confrontation ne sera pas seulement un acte de procédure, mais un choc émotionnel d'une violence rare, capable de briser définitivement une mère. Lorsqu'Adélaïde arrive au commissariat, elle ne se doute pas encore de l'ampleur du drame. Son attitude est empreinte d'une inquiétude diffuse, comme si elle pressentait qu'une catastrophe se profile, sans pouvoir en identifier la nature exacte. Aurore choisit ses mots avec une prudence extrême. Elle expose les faits sans brutalité, mais sans détour, laissant peu à peu apparaître la réalité dans toute sa cruauté, jusqu'au moment où le nom de Marion s'impose comme celui de la meurtrière. L'impact est immédiat. Adélaïde accuse le coup avec une stupeur qui dépasse toute réaction ordinaire. Elle reste figée, incapable de concilier l'image de sa fille avec celle d'une criminelle, comme si son esprit refusait d'assembler ces deux réalités incompatibles. Progressivement, la compréhension s'installe, accompagnée d'un effondrement intérieur. Adélaïde réalise qu'elle n'a rien vu, qu'elle n'a pas perçu la détresse de Marion ni les tensions qui ont conduit à l'irréparable, et ce sentiment de culpabilité devient presque insupportable. Dans cette douleur, une autre prise de conscience surgit. Elle comprend que la relation qu'elle entretenait avec Lucas n'était pas seulement une erreur personnelle, mais un élément déclencheur du drame, un facteur qui a précipité la chute de sa propre fille. Aurore tente d'apporter un cadre à cette situation, rappelant à Adélaïde les étapes à venir, notamment la mise en examen et les restrictions de contact. Elle insiste sur l'importance d'être présente pour Marion dans les moments à venir, malgré l'ampleur du choc. Pendant ce temps, au commissariat, Roxane poursuit ses vérifications techniques. Son travail consiste à consolider la version des faits en analysant les traces numériques, afin de s'assurer que les aveux de Marion correspondent bien à la réalité des données. Elle confirme ainsi que le message contenant la photo compromettante a bien été envoyé depuis le téléphone de Marion. L'origine du signal correspond à une antenne proche de son domicile, ce qui renforce la cohérence de l'ensemble du dossier. Cette confirmation apporte un soulagement relatif à Aurore, qui y voit une validation de l'enquête menée jusqu'à présent. Tous les éléments semblent désormais alignés, donnant l'impression que l'affaire a trouvé une conclusion logique et solide.
Dans le même temps, la vie personnelle des habitants de Sète suit son cours, avec ses départs et ses transitions. Audrey et Damien se préparent à quitter la ville pour un voyage, laissant leur appartement à disposition des enfants, signe d'une confiance retrouvée au sein de la famille. Cette parenthèse familiale contraste fortement avec la gravité des événements en cours. Elle rappelle que, même au cœur d'une enquête criminelle, la vie continue de s'organiser autour de moments ordinaires, parfois légers, parfois porteurs d'espoir. Parallèlement, la soirée à la Paillote bat son plein. L'ambiance y est festive, presque insouciante, avec une affluence importante et une énergie collective tournée vers le plaisir et la détente, loin des préoccupations judiciaires. Cependant, derrière cette apparente légèreté, certains comportements introduisent un déséquilibre. Marceau, dans une volonté de dynamiser la soirée, décide d'ajouter une substance au cocktail préparé, sans mesurer pleinement les conséquences de ce geste. Diane, complice de cette initiative, participe à la distribution de ces boissons modifiées, dans l'idée initiale de détendre Bastien et Esmé. Leur intention reste superficielle, mais elle ouvre la voie à une série d'événements incontrôlés. Or, la situation ne se déroule pas comme prévu. Bastien et Esmé, absorbés par une dispute, refusent de consommer leur verre, ce qui détourne involontairement les effets de la substance vers d'autres participants. Ce sont finalement Soisic et Samuel qui boivent ces cocktails en totalité. Déjà légèrement alcoolisés, ils deviennent rapidement les principales victimes de cette combinaison, ce qui promet des conséquences imprévisibles pour la suite de la soirée. Dans le même temps, la fête continue sans que la majorité des participants ne perçoivent immédiatement ce qui est en train de se produire. L'insouciance collective agit comme un voile, masquant temporairement les dérives qui s'installent. De retour à l'intrigue principale, Aurore commence à relâcher la pression accumulée. Après des jours d'enquête intense, elle croit pouvoir enfin envisager une forme de clôture, même si les répercussions humaines restent encore à absorber. C'est dans cet état d'esprit qu'elle rejoint William pour partager un moment plus intime. Tous deux savourent une parenthèse de calme, un instant suspendu qui contraste avec la tension des jours précédents. Ce moment de complicité symbolise une tentative de retour à la normalité. Aurore, convaincue d'avoir résolu l'affaire, laisse apparaître une forme de soulagement, tandis que William se montre attentif à ce relâchement après l'effort. Pourtant, derrière cette apparente sérénité, des zones d'ombre persistent. Certaines incohérences, encore diffuses, n'ont pas été totalement éclaircies, même si elles restent pour l'instant en arrière-plan. Dans le même temps, au commissariat, Sébastien continue de réfléchir à l'ensemble du dossier. Son expérience le pousse à ne pas se contenter d'une conclusion trop évidente, et il reste attentif aux détails qui pourraient révéler une vérité plus complexe. Cette vigilance contraste avec le sentiment général de résolution. Elle introduit une nuance importante, suggérant que les aveux de Marion, bien qu'accablants, ne suffisent peut-être pas à expliquer l'intégralité des événements. Par ailleurs, la remarque de Marion concernant Aurore continue de résonner. L'idée que la capitaine puisse avoir un lien plus étroit avec Lucas que ce qu'elle admet officiellement reste en suspens, alimentant une interrogation latente. Aurore, consciente de cette fragilité, choisit néanmoins de ne pas approfondir cet aspect pour le moment. Elle privilégie la solidité des preuves déjà réunies, estimant que l'essentiel du travail a été accompli. Pendant ce temps, la soirée à la Paillote poursuit sa progression vers un désordre grandissant. Les effets de la substance commencent à se manifester plus clairement, transformant l'ambiance initialement festive en une situation plus instable. Les réactions de Soisic et Samuel deviennent progressivement imprévisibles, marquées par une désinhibition accrue et une perte de contrôle partiel, ce qui attire l'attention de certains participants sans pour autant provoquer d'intervention immédiate. Cette évolution souligne la fragilité des équilibres, qu'il s'agisse de l'enquête ou des relations sociales. Dans les deux cas, un élément perturbateur suffit à faire basculer une situation apparemment stable. À ce stade, deux dynamiques coexistent à Sète. D'un côté, une enquête qui semble résolue, portée par des aveux clairs et des preuves concordantes. De l'autre, des événements parallèles qui introduisent de nouvelles incertitudes et annoncent des complications à venir. Dans cette configuration, l'impression de stabilité reste superficielle. Les fondations de la vérité apparaissent solides, mais elles pourraient être remises en cause à tout moment par un élément encore invisible. Ainsi, tandis que la nuit s'installe et que chacun croit avoir atteint une forme de conclusion, les prémices d'un nouveau bouleversement commencent déjà à se dessiner, prêts à remettre en question l'équilibre fragile qui vient à peine d'être retrouvé. Alors que la nuit s'installe progressivement sur Sète, l'illusion d'une affaire résolue commence à s'ancrer dans les esprits.
Au commissariat, les aveux de Marion semblent avoir apporté une réponse claire à une enquête qui, jusque-là, reposait sur des zones d'ombre persistantes. Dans ce contexte, Aurore adopte une posture plus relâchée, persuadée d'avoir atteint l'objectif qu'elle s'était fixé. L'arrestation, les preuves et la confession constituent un ensemble cohérent qui lui permet enfin d'envisager une conclusion satisfaisante, tant sur le plan professionnel que personnel. Cependant, derrière cette apparente certitude, une tension discrète subsiste. Elle se manifeste dans des détails presque imperceptibles, des incohérences mineures qui ne suffisent pas encore à remettre en cause l'ensemble, mais qui empêchent une adhésion totale à cette version des faits. Dans le même temps, Adélaïde reste profondément marquée par la révélation qu'elle vient de recevoir. L'image de sa fille, désormais associée à un acte irréversible, provoque en elle un bouleversement intérieur difficile à contenir, oscillant entre incompréhension, culpabilité et désespoir. Son esprit revient sans cesse sur les événements passés, cherchant un moment où elle aurait pu intervenir, prévenir, comprendre. Cette quête de sens devient une forme de torture silencieuse, nourrie par l'idée qu'elle a involontairement contribué à la tragédie. Dans cette dynamique, la relation qu'elle entretenait avec Lucas prend une dimension nouvelle. Ce qui relevait auparavant de la sphère intime apparaît désormais comme un élément déclencheur, un facteur qui a précipité l'effondrement de Marion et rendu la situation incontrôlable. Pendant ce temps, au commissariat, les procédures suivent leur cours. Marion est désormais considérée comme la principale responsable, et les démarches administratives visant à formaliser sa mise en cause avancent avec rigueur, conformément aux exigences judiciaires. Sébastien, bien qu'il valide les étapes franchies, conserve une distance analytique. Son expérience lui impose de rester vigilant face à toute conclusion trop rapide, et il continue d'examiner les éléments avec une attention particulière. Dans le même temps, Roxane poursuit son travail de vérification, s'assurant que chaque donnée technique correspond aux déclarations de Marion. Cette étape, souvent invisible, joue pourtant un rôle essentiel dans la solidité du dossier. À la Paillote, l'ambiance évolue de manière plus chaotique. Les effets des substances introduites dans les boissons commencent à se faire sentir de façon plus marquée, modifiant le comportement de certains participants et introduisant un désordre progressif. Swazik et Samuel, en particulier, deviennent les principaux vecteurs de cette dérive. Leur état d'ébriété, amplifié par la substance ingérée, les conduit à adopter des attitudes plus désinhibées, parfois incohérentes, qui contrastent avec leur comportement habituel. Cette transformation attire l'attention de leur entourage, mais elle reste, dans un premier temps, perçue comme une simple conséquence de la fête. L'idée d'une manipulation volontaire n'émerge pas immédiatement, ce qui retarde toute réaction adaptée. Dans le même temps, Diane et Marceau observent la situation avec une certaine distance, sans mesurer pleinement l'ampleur des conséquences de leur initiative. Leur intention initiale, légère et superficielle, se transforme progressivement en une source de déséquilibre. Ce décalage entre intention et résultat souligne une thématique récurrente à Seth, la difficulté à anticiper les effets d'un acte, surtout lorsque celui-ci est motivé par des considérations émotionnelles ou impulsives. De retour à l'intrigue principale, Aurore tente de retrouver un équilibre après l'intensité de l'enquête. Elle partage avec William un moment de calme, dans lequel elle exprime implicitement son besoin de relâchement et de stabilité. William, attentif à cet état, adopte une posture rassurante. Leur relation, construite sur une compréhension mutuelle, constitue un point d'ancrage dans un environnement marqué par l'incertitude et la pression constante. Cependant, ce moment d'apaisement reste fragile. La remarque de Marion concernant un lien supposé entre Aurore et Lucas continue de planer en arrière-plan, introduisant une ambiguïté qui n'a pas encore été clarifiée. Cette zone d'ombre, bien que secondaire en apparence, possède un potentiel déstabilisant. Elle remet en question la neutralité de l'enquête et pourrait, si elle était approfondie, modifier la perception globale de l'affaire. Dans le même temps, la confirmation technique apportée par Roxane semble consolider la version officielle. Le fait que Marion ait envoyé le message incriminant renforce l'idée d'une culpabilité pleine et entière. Pourtant, une question subsiste implicitement. Si Marion a bien envoyé ce message, pourquoi certains éléments continuent-ils de suggérer une intervention extérieure ou une manipulation supplémentaire? Cette interrogation ne trouve pas encore de réponse claire, mais elle s'inscrit progressivement dans l'esprit des enquêteurs les plus expérimentés, comme une anomalie à ne pas négliger. À la Paillote, la situation continue de se dégrader. Les comportements deviennent de plus en plus imprévisibles, et l'ambiance festive laisse place à une forme de confusion, où les repères habituels semblent s'effacer.
Les interactions entre les participants se modifient, révélant des tensions latentes ou des émotions amplifiées par l'effet des substances. Ce contexte crée un terrain propice à des débordements potentiels. Dans cette juxtaposition d'événements, Seth apparaît comme un espace où plusieurs réalités coexistent. L'enquête judiciaire, avec sa logique rigoureuse, et la vie sociale, avec ses imprévus, évoluent en parallèle sans jamais totalement se rejoindre. Ce contraste renforce l'idée que la résolution apparente d'une affaire ne signifie pas nécessairement la fin des complications. Au contraire, elle peut parfois masquer l'émergence de nouvelles problématiques. Au commissariat, Aurore commence à envisager la clôture du dossier. Elle organise les derniers éléments, prépare les transmissions nécessaires et anticipe les suites judiciaires, convaincue d'avoir atteint une forme de vérité. Mais cette conviction repose sur un équilibre fragile. Elle dépend de l'absence d'éléments nouveaux capables de remettre en cause la version actuelle, ce qui, dans le contexte de Seth, reste toujours une possibilité. Dans le même temps, Sébastien maintient une posture d'observation critique. Son regard expérimenté lui permet de percevoir les failles potentielles d'un dossier, même lorsque celui-ci semble solide en surface. Cette dualité entre certitude et doute constitue le cœur de la situation. Elle traduit la complexité d'une affaire où les apparences peuvent être trompeuses et où chaque détail peut prendre une importance décisive. Alors que la nuit avance, une forme de calme s'installe progressivement, tant au commissariat qu'à la Paillote. Ce calme, toutefois, ne doit pas être interprété comme une résolution définitive, mais plutôt comme une transition. Car derrière cette accalmie, les éléments nécessaires à un nouveau basculement sont déjà en place. Il ne manque plus qu'un déclencheur pour remettre en cause l'équilibre fragile qui vient de se construire. À cet instant précis, personne ne mesure encore pleinement la portée de ce qui s'apprête à se produire. Pourtant, les signes sont là, discrets mais persistants, annonçant que la vérité révélée n'est peut-être qu'une étape dans un processus bien plus complexe. Ainsi, tandis que chacun tente de retrouver une forme de normalité, une nouvelle tension commence à émerger, prête à bouleverser une fois de plus les certitudes acquises et à plonger les protagonistes dans une réalité encore plus déroutante. Au fil de la soirée, un équilibre précaire semble s'installer entre les différents événements qui traversent Seth, comme si chacun tentait de retrouver un rythme normal après les révélations bouleversantes de la journée. Pourtant, derrière cette apparente accalmie, des éléments discrets continuent de se mettre en place, préparant un basculement imminent. Dans le même temps, Aurore et William prolongent leur moment de calme, convaincus que l'enquête a atteint son terme. Cette parenthèse intime, marquée par une certaine légèreté retrouvée, leur permet d'évacuer une partie de la tension accumulée au cours des derniers jours. Cependant, cette sensation de soulagement repose sur une confiance fragile, car elle dépend entièrement de la validité des aveux de Marion. Or, malgré leur cohérence, ces aveux n'ont pas encore dissipé toutes les zones d'ombre, ce qui maintient une forme d'incertitude latente. Dans cette dynamique, Aurore tente de se convaincre que l'essentiel est désormais acquis. Elle se projette déjà dans l'après, envisageant les suites judiciaires et les conséquences administratives, comme si le dossier pouvait être refermé sans difficulté majeure. Pendant ce temps, au commissariat, l'activité ralentit progressivement. Les équipes, après une journée intense, entrent dans une phase de transition où la vigilance reste présente, mais moins soutenue, laissant place à une forme de relâchement collectif. À la Paillote, en revanche, la situation évolue dans une direction opposée. Les effets des substances introduites dans les boissons continuent de se manifester, accentuant les comportements désinhibés et rendant l'ambiance de plus en plus instable. Swazik et Samuel, particulièrement touchés, deviennent les figures centrales de cette dérive. Leur état, amplifié par l'alcool et la substance ingérée, les conduit à adopter des attitudes imprévisibles, oscillant entre euphorie excessive et perte de repères. Autour d'eux, les autres participants commencent à percevoir que quelque chose ne va pas. Les réactions ne relèvent plus d'une simple fête animée, mais d'un déséquilibre plus profond, qui échappe progressivement à tout contrôle. Dans le même temps, Diane et Marceau prennent conscience, de manière tardive, des conséquences de leur initiative. Leurs gestes, initialement motivés par une volonté de créer une ambiance plus détendue, se révèlent avoir des effets bien plus perturbateurs que prévu. Ce décalage entre intention et résultat met en lumière la fragilité des interactions sociales, où un acte apparemment anodin peut engendrer des répercussions inattendues et difficiles à maîtriser. Parallèlement, au commissariat, Sébastien continue d'analyser les éléments du dossier avec une rigueur constante. Son expérience le pousse à ne pas se satisfaire d'une résolution trop rapide, et il reste attentif aux détails susceptibles de révéler une incohérence.
Dans cette perspective, la question du message contenant la photo continue de susciter une réflexion approfondie. Bien que son envoi par Marion ait été confirmé, certains aspects de sa diffusion demeurent ambigus. Cette ambiguïté, encore diffuse, ne remet pas immédiatement en cause la version officielle, mais elle introduit un doute discret qui s'inscrit progressivement dans l'analyse globale de l'affaire. Dans le même temps, Aurore, malgré son sentiment de satisfaction, ne parvient pas à se détacher totalement de cette impression d'incomplétude. Elle ressent confusément que tous les éléments ne sont pas encore réunis, sans toutefois identifier précisément ce qui manque. Ce ressenti, bien que difficile à formuler, agit comme un signal d'alerte intérieure. Il traduit une intuition professionnelle qui, à plusieurs reprises par le passé, s'est révélée fondée. À la Paillote, la situation atteint un niveau de désordre plus marqué. Les interactions deviennent plus confuses, les comportements moins prévisibles, et l'ambiance générale glisse progressivement vers une forme de chaos latent. Les participants, bien que conscients d'un malaise, peinent à identifier son origine. Cette incapacité à comprendre ce qui se passe contribue à amplifier la confusion et à retarder toute réaction appropriée. Dans cette juxtaposition d'événements, Sète apparaît comme un espace traversé par des dynamiques contradictoires. D'un côté, une enquête qui semble close, de l'autre, une réalité sociale qui se désorganise, révélant la fragilité des équilibres établis. Au même moment, Aurore et William poursuivent leur soirée dans une atmosphère apaisée. Leur complicité, renforcée par les épreuves traversées, leur donne l'impression d'avoir franchi une étape importante. Cependant, cette impression repose sur une vision partielle de la situation. Elle ne tient pas compte des éléments encore invisibles, mais déjà en mouvement, qui s'apprêtent à bouleverser cet équilibre. C'est dans ce contexte que survient un événement inattendu. Quelqu'un sonne à la porte, introduisant une rupture brutale dans la continuité de la soirée et marquant le début d'un nouveau développement. William, sans méfiance particulière, se dirige vers l'entrée. Son geste, simple et quotidien, s'inscrit dans une normalité apparente, loin de toute suspicion. Lorsqu'il ouvre la porte, rien ne semble immédiatement anormal. Pourtant, la présence d'une enveloppe attire son attention, introduisant un élément extérieur dans cet espace intime. Il la récupère et la ramène à l'intérieur, sans imaginer l'importance de ce geste. L'enveloppe, anodine en apparence, devient alors le point de convergence de toutes les tensions accumulées. Dans le même temps, Aurore observe la scène sans inquiétude particulière. Elle ne perçoit pas encore la portée de ce qui est en train de se produire, restant ancrée dans l'idée que l'affaire est résolue. Lorsque William ouvre l'enveloppe, le contenu révèle une réalité inattendue. La photo qu'il découvre correspond à celle qui avait été envoyée précédemment par Marion, une image censée être déjà intégrée au dossier. Cette répétition introduit immédiatement une incohérence majeure. Si Marion a bien envoyé cette photo par message, la réception d'un exemplaire physique par courrier remet en question la simplicité de la situation. Le choc est immédiat, mais silencieux. Aurore et William comprennent que cet élément ne peut pas être ignoré, et qu'il implique nécessairement l'intervention d'un tiers ou l'existence d'une manipulation. Dans cet instant suspendu, toutes les certitudes accumulées commencent à vaciller. L'idée d'une affaire résolue s'effondre progressivement, laissant place à une nouvelle phase d'incertitude. Cette révélation agit comme un déclencheur, relançant l'enquête sur de nouvelles bases. Elle impose de reconsidérer les éléments déjà établis et d'envisager des hypothèses plus complexes. Ainsi, ce qui semblait être une conclusion devient en réalité un point de départ. L'affaire Lucas Fabre, loin d'être terminée, entre dans une nouvelle dimension, où les vérités apparentes pourraient cacher une réalité bien plus déroutante. À partir de l'instant où l'enveloppe est ouverte, l'atmosphère change imperceptiblement mais profondément. Ce qui, quelques minutes plus tôt, relevait d'une soirée apaisée bascule dans une tension silencieuse, marquée par la prise de conscience qu'un élément essentiel de l'enquête vient d'être remis en question. Aurore fixe la photographie avec une attention particulière, comme si elle cherchait à en extraire un détail nouveau capable d'expliquer sa présence. Pourtant, l'image est identique à celle déjà connue, ce qui rend sa réapparition sous forme physique d'autant plus troublante. Dans ce contexte, une question s'impose progressivement. Si Marion a bien envoyé cette photo par message, comment expliquer qu'elle réapparaisse par courrier, selon une modalité totalement différente et indépendante du circuit numérique déjà établi? Cette interrogation ouvre la voie à une hypothèse plus complexe. Elle suggère qu'une autre personne pourrait être impliquée, soit en possession du même document, soit en capacité de reproduire et diffuser cette preuve selon ses propres objectifs. Dans le même temps, William, bien que moins impliqué dans l'enquête,
perçoit immédiatement la gravité de la situation. Son regard se durcit légèrement, traduisant une inquiétude croissante face à ce qui pourrait constituer une manipulation délibérée. Aurore, de son côté, tente de maintenir une approche rationnelle. Elle reprend mentalement chaque étape de l'enquête, cherchant à identifier le moment où une intervention extérieure aurait pu se produire sans être détectée. Cette relecture des faits s'accompagne d'un doute grandissant. Les éléments qui semblaient auparavant parfaitement alignés apparaissent désormais sous un jour différent, comme si leur cohérence reposait sur une interprétation partielle de la réalité. Dans le même temps, au commissariat, l'information n'a pas encore circulé. L'équipe reste sur la base des aveux de Marion et des confirmations techniques fournies par Roxane, ce qui maintient une perception stable de la situation. Ce décalage entre la réalité perçue et la réalité émergente crée une tension narrative importante. D'un côté, une enquête considérée comme close, de l'autre, un élément nouveau susceptible de tout remettre en cause. À la Paillote, la soirée continue de se désorganiser. Les effets des substances atteignent un niveau plus visible, et certains participants commencent à manifester des signes évidents de perte de contrôle, rendant la situation difficile à contenir. Swazik et Samuel, en particulier, deviennent le centre d'attention involontaire de cette dérive. Leur comportement, marqué par une désinhibition extrême, attire les regards et suscite des réactions mêlant amusement et inquiétude. Cette évolution souligne une fois de plus la fragilité des équilibres. Un simple élément perturbateur, introduit sans réflexion approfondie, suffit à transformer une situation maîtrisée en un contexte instable et imprévisible. Pendant ce temps, Diane et Marceau réalisent progressivement l'ampleur de leur erreur. Leur perception initiale, centrée sur l'aspect festif, laisse place à une prise de conscience tardive des conséquences potentielles de leurs actes. Ce moment de lucidité ne suffit toutefois pas à rétablir immédiatement la situation. Les effets déjà déclenchés suivent leur propre dynamique, échappant désormais au contrôle de ceux qui les ont initiés. De retour chez Aurore et William, la tension s'intensifie. L'enveloppe, désormais ouverte, devient un objet central, porteur d'une signification qui dépasse largement son apparente banalité. Aurore commence à envisager les implications de cette découverte. Si une tierce personne est effectivement impliquée, cela signifie que Marion n'est peut-être pas la seule à détenir des informations sur Lucas, ni à avoir agi dans cette affaire. Cette hypothèse introduit une nouvelle dimension à l'enquête. Elle implique non seulement une possible complicité, mais aussi l'existence d'une stratégie visant à orienter ou manipuler les événements. Dans le même temps, la remarque de Marion concernant la connaissance d'Aurore de la victime revient à l'esprit de la capitaine. Ce détail, jusque-là secondaire, acquiert une importance nouvelle dans le contexte actuel. Aurore se retrouve alors face à une double problématique. D'une part, la nécessité de comprendre l'origine de cette enveloppe, d'autre part, l'obligation de clarifier les zones d'ombre qui pourraient fragiliser sa position dans l'enquête. Cette situation crée une tension intérieure, où l'instinct professionnel entre en conflit avec la volonté de préserver un équilibre personnel fragile. Le doute, désormais installé, ne peut plus être ignoré. Dans le même temps, au commissariat, Sébastien poursuit son analyse, sans encore disposer de cet élément nouveau. Son approche prudente, déjà orientée vers la remise en question des conclusions rapides, pourrait trouver une validation inattendue. Cette convergence entre intuition et réalité souligne l'importance de la vigilance dans ce type d'enquête. Même les dossiers les plus solides en apparence peuvent dissimuler des failles invisibles à première vue. À la Paillote, la situation atteint un point critique. Les comportements deviennent plus désordonnés, et certains participants commencent à perdre totalement leurs repères, obligeant l'entourage à intervenir de manière plus directe. Cette évolution marque un tournant dans la soirée. L'ambiance festive cède progressivement la place à une gestion de crise, où la priorité devient de limiter les conséquences d'une situation devenue incontrôlable. Dans cette juxtaposition d'événements, Seth apparaît comme un espace en tension permanente, où chaque équilibre peut être remis en cause à tout moment, que ce soit dans le cadre d'une enquête ou d'une simple soirée. De retour à l'intrigue principale, Aurore comprend que l'affaire Lucas Fabre ne peut plus être considérée comme résolue. L'apparition de cette enveloppe impose une réouverture implicite de l'enquête, même si cette décision n'est pas encore officialisée. Ce moment marque une transition essentielle. Il transforme une conclusion apparente en point de départ d'une nouvelle phase, plus complexe, plus incertaine, et potentiellement plus dangereuse. William, témoin direct de cette évolution, adopte une posture de soutien. Sa présence, stable et attentive, constitue un appui important pour Aurore, qui doit désormais faire face à une remise en question de son propre travail.
Dans le même temps, la nuit continue d'avancer, enveloppant Seth dans une atmosphère lourde de sous-entendus. Chaque personnage évolue dans sa propre dynamique, sans encore percevoir l'ampleur du bouleversement en cours. Ainsi, tandis que les apparences laissent croire à une simple complication, les éléments réunis annoncent en réalité une transformation profonde de l'affaire, qui pourrait bien révéler des vérités encore plus dérangeantes que celles déjà mises au jour. À l'instant où la présence de l'enveloppe impose une remise en question, une nouvelle dynamique s'installe progressivement dans l'esprit d'Aurore. Ce qui relevait d'une enquête linéaire se transforme en un réseau de possibilités plus complexes, où chaque élément doit être réévalué avec une attention renouvelée. Dans cette perspective, elle comprend que les aveux de Marion, bien que détaillés et cohérents, ne suffisent plus à expliquer l'ensemble des faits. Ils constituent une vérité partielle, peut-être sincère, mais potentiellement incomplète face aux nouvelles données apparues. Au même moment, William observe la réaction d'Aurore avec une inquiétude contenue. Il perçoit le basculement intérieur de sa compagne, cette transition imperceptible entre le soulagement et le doute, qui annonce une implication plus profonde dans l'affaire. Cette évolution s'accompagne d'un changement de posture. Aurore ne se projette plus dans la clôture du dossier, mais dans sa réouverture implicite, avec tout ce que cela implique en termes de pression, de responsabilité et de conséquences personnelles. Dans le même temps, la question de l'expéditeur de l'enveloppe devient centrale. Chaque hypothèse ouvre de nouvelles pistes, allant d'une simple reproduction de la photo à une stratégie plus élaborée visant à influencer le cours de l'enquête. Cette incertitude introduit un facteur de déstabilisation majeur. Elle remet en cause la confiance accordée aux preuves, et impose de reconsidérer la validité de chaque élément, y compris ceux qui semblaient les plus solides. Au commissariat, l'information finit par circuler, provoquant une réaction immédiate parmi les enquêteurs. La perception d'une affaire résolue s'effondre progressivement, laissant place à une phase d'analyse plus critique et plus prudente. Sébastien, fidèle à son approche rigoureuse, voit dans cette évolution une confirmation de ses réserves initiales. Il insiste sur la nécessité de reprendre le dossier dans son intégralité, sans se laisser influencer par la cohérence apparente des aveux. Dans cette dynamique, Roxane est sollicitée pour approfondir ses analyses. Son rôle devient déterminant, car il s'agit désormais de vérifier non seulement l'origine des données existantes, mais aussi les conditions de leur diffusion. Pendant ce temps, Marion, isolée dans sa cellule, reste au cœur de cette nouvelle phase. Ses aveux, qui semblaient constituer une conclusion, deviennent un point de départ pour de nouvelles interrogations, notamment sur ce qu'elle a pu omettre ou ignorer. Cette situation crée une tension particulière autour de son personnage. Elle n'est plus seulement la coupable, mais aussi une pièce d'un puzzle plus vaste, dont elle ne détient peut-être pas toutes les clés. Dans le même temps, Adélaïde tente de faire face à l'effondrement de son univers. La révélation concernant sa fille continue de résonner en elle, transformant chaque souvenir en source de douleur et de remise en question. Son regard sur les événements évolue lentement. Elle commence à percevoir les interactions passées sous un angle différent, cherchant des signes qu'elle aurait pu interpréter autrement, dans une tentative désespérée de donner du sens à l'inacceptable. À la paillote, la situation finit par atteindre un point de saturation. Les effets des substances ne peuvent plus être ignorés, et l'intervention de certains participants devient nécessaire pour limiter les conséquences immédiates. Cette gestion de crise, bien que secondaire par rapport à l'enquête, illustre une fois de plus la fragilité des situations en apparence maîtrisées. Elle rappelle que l'imprévu peut surgir à tout moment, bouleversant les équilibres établis. Dans cette juxtaposition d'événements, Seth apparaît comme un espace où les certitudes sont constamment remises en cause. Chaque résolution ouvre la voie à de nouvelles questions, chaque réponse révèle une complexité supplémentaire. De retour à l'intrigue principale, Aurore se prépare à affronter cette nouvelle phase avec détermination. Elle accepte l'idée que son travail doit être repris, que ses conclusions doivent être testées à nouveau, malgré la fatigue et la pression accumulées. Cette acceptation marque une évolution importante de son personnage. Elle ne cherche plus à défendre une vérité, mais à la reconstruire, en intégrant les éléments contradictoires qui viennent d'apparaître. William, toujours à ses côtés, représente un point d'équilibre dans cette instabilité. Son soutien, discret mais constant, permet à Aurore de maintenir une forme de stabilité émotionnelle, essentielle dans ce contexte incertain. Dans le même temps, la question du lien potentiel entre Aurore et Lucas reste en suspens. Cette zone d'ombre, encore non explorée, pourrait devenir un élément clé dans la compréhension globale de l'affaire. Cette perspective introduit une dimension supplémentaire, où l'enquête ne concerne plus uniquement les faits, mais aussi les relations entre les protagonistes et les perceptions qu'ils en ont.
Au commissariat, l'ensemble de l'équipe s'adapte à cette nouvelle réalité. Les certitudes sont remplacées par des hypothèses, les conclusions par des interrogations, dans un processus qui reflète la complexité inhérente à toute enquête. Dans cette dynamique, chaque détail retrouve une importance potentielle. Rien ne peut être écarté sans vérification, et chaque élément doit être replacé dans un contexte élargi, afin d'en mesurer la portée réelle. La nuit, désormais bien installée sur Seth, enveloppe la ville d'une atmosphère particulière. Ce calme apparent contraste avec l'agitation intérieure des personnages, chacun confronté à ses propres incertitudes et à ses propres doutes. Ainsi, ce qui devait être la fin d'une enquête devient le début d'une nouvelle intrigue. L'affaire Lucas Fabre, loin d'être résolue, s'inscrit désormais dans une complexité accrue, où la vérité semble se dérober à chaque tentative de la saisir. Dans cette perspective, l'avenir reste ouvert. Les révélations à venir pourraient confirmer les hypothèses actuelles ou, au contraire, les bouleverser entièrement, plongeant les protagonistes dans une réalité encore plus déroutante. Et dans cette incertitude persistante, une seule certitude demeure. À Seth, rien n'est jamais totalement terminé, et chaque vérité cache, en profondeur, une autre vérité prête à émerger.